On a menti aux Noirs aux États-Unis sur le rêve américain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Achète une maison, d'accord? Endette-toi pendant 30 ans, un single family que tu vas appeler, d'accord, ton primary residence. Donc, tu vas acheter une maison où tu vas y vivre, toi ou bien avec ta copine ou ta femme ou toute ta famille. Et tous les mois, tu payes ce qu'on appelle un mortgage, d'accord, un financement pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Et potentiellement pendant 30 ans, d'accord, si tout se passe bien, tu as fini de payer la maison, maintenant tu es riche. C'est de ça spécifiquement dont je parle ici, la famille. C'est un rêve qui a été vendu, d'accord, spécifiquement. Ça a été vendu d'une manière générique, d'accord, mais les statistiques, je sais déjà des gens qui vont être émotionnels ici, les statistiques, je dis bien, recherchez-les, montrent qu'aux États-Unis, les premières personnes qui perdent leur primary residence, d'accord, qui font face à ce qu'on appelle une saisie hypothécaire dans l'immobilier aux États-Unis, ce sont les Noirs. Plus de 55% de la population américaine déjà, d'accord, sont ce qu'on appelle house poor. House poor, c'est quand tu achètes une maison. Oui, tu as une maison, tu es propriétaire de maison, c'est bien beau, tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu payes le mortgage, mais tu arrives à peine à t'en sortir. Ça veut dire que si le mois prochain, tu ne reçois pas ton paycheck, eh bien, tu vas te retrouver dans la rue. Tu arrives à peine à t'en sortir. Les statistiques, allez-y les rechercher. Vous pouvez aller sur ABC News, Real Estate. Vous pouvez aller regarder en ligne. Les statistiques ne mentent pas. Plus de 55%, d'accord, de la population aux États-Unis. Et la population la plus nombreuse, c'est les Noirs et les Espagnols. Mais les Noirs sont en première position, ok, qui sont toujours en difficulté. Ils arrivent à peine à payer non seulement le mortgage, ils sont tout le temps en défaut, d'accord, en default. Default, ça veut dire que tu n'as pas payé pendant 2, 3 mois, 4 mois parfois. Et après, tu galères. Tu vas travailler 1, 2, 3, 4, 6 différents boulots. Après, tu rattrapes encore. Après, tu tombes en retard encore. Après, tu rattrapes encore. Donc, tu te retrouves dans ce cycle, dans ce loop de ce qu'on appelle pre-foreclosure. Donc, il y en a qui... Pre-foreclosure, c'est quand tu fais face à la saisie hypothécaire. Il y en a qui perdent la maison, mais il y en a qui arrivent toujours à dire, tu sais quoi, là, ce mois-ci, ça va être chaud. By the way, on a des dossiers comme ça en ce moment, comme on aide les gens ici aux États-Unis à obtenir des financements de business, où tu as des gens de notre communauté qui ont acheté des maisons, ça fait 7 ans, 10 ans, et ils arrivent à peine à s'en sortir. Littéralement, ils doivent l'avouer, ils arrivent à peine à s'en sortir, ils sont en retard 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils ne savent pas comment se rattraper. Et puis, il y a les autres dépenses dont on ne te parle pas, parce que les gens pensent toujours qu'un bien immobilier ne va faire que apprécier. Ne va faire que apprécier. Donc, ça, c'est un mensonge qui a été vendu, d'accord? Et les personnes qui l'ont acheté en premier, c'est les Noirs. Et c'est nous qui galérons le plus avec les biens immobiliers aux États-Unis parce qu'on a une mauvaise approche d'achat immobilier. Maintenant, quelle est la solution? Quelle est la meilleure manière d'approcher un achat immobilier? Je vais vous montrer quelque chose. Je viens de clôturer sur 2 biens immobiliers où ce n'est pas moi qui y vivais. D'accord, j'ai été payé. J'ai un wire ici que j'ai reçu de 25 627. J'ai un autre ici que j'ai reçu de 30 166. D'accord, c'est 2 maisons single family que j'ai revendues, mais ça fait 3-4 ans que ces maisons m'appartiennent. Je collectais du cash flow, donc tous les mois, ces maisons me payaient. On m'avait payé en avance et derrière, on m'a payé et au milieu aussi. Ça veut dire tous les mois, je recevais de l'argent qui rentrait dans ma poche. Ce n'est pas moi qui sortais de l'argent. C'est des locataires qui se réveillent le matin, qui vont travailler à leur boulot respectif, 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots, j'en sais rien, mais payent tous les mois. Une des maisons me rapportait $600 net tous les mois alors que j'ai reçu $30,000. D'accord, au début, quand j'ai eu la maison. C'est des maisons où j'ai trouvé des propriétaires qui sont en détresse avec des maisons qui sont en détresse, by the way, qui faisaient face à quoi? À une saisie hypothécaire. Et ici aux États-Unis, si tu trouves des propriétaires pareils, les données sont publiques et si tu es capable de négocier, d'accord, avec eux, il y a une autre manière de les trouver sans que tu aies toi-même à négocier. Ça, c'est une conversation pour un autre jour. On va former des gens dans notre communauté, dans notre académie privée, d'accord, cette année, comment faire ça. Mais pour les gens qui parlent anglais, si tu sais négocier avec ces propriétaires-là, aux États-Unis, tu peux en fait, le vendeur peut vendre la maison, transférer le titre et laisser le financement existant sur place à leur nom et leur crédit. Ça veut dire que moi, quand j'ai acheté mon portefeuille immobilier, je ne suis jamais rentré dans la banque, montrer mon crédit, montrer mon income, montrer mon pay stop. Je n'ai jamais fait ça. J'utilise une stratégie créative qu'on appelle Creative Finance. Et c'est comme ça que j'ai acheté, d'accord, 99,9%
de mon portefeuille immobilier, surtout dans les single family, que je suis en train de revendre tout doucement les maisons qui produisent le moins, ou bien certaines maisons où j'avais financé la famille et moi j'étais juste la banque, donc j'avais aucun casse-tête en tant que landlord parce que j'étais juste la banque. Ça c'est une conversation pour un autre jour, comment tu structures cela. Et c'est ces maisons-là qui sont en train de me payer en ce moment. Okay? Donc ça c'est un investissement. Pourquoi c'est un investissement? Parce que tous les mois, je ne dis pas que tout était beau, il n'y avait pas de casse-tête par-ci par-là, mais tous les mois, c'est eux qui me payent. C'est eux qui me payent. C'est pas moi qui me réveille le matin et qui va, d'accord, travailler pour payer juste des dettes et des dettes et des dettes. C'est pas un investissement. Donc, comment est-ce que les autres communautés, ils font? Les autres communautés, au lieu d'aller... Là, je parle des Blancs. La plupart des Blancs, je vous promets ça qu'ils font. Les Asiatiques, ils font beaucoup ça. Et les Indiens. Ici aux États-Unis, si tu as un W2, moi j'ai jamais eu de W2 aux États-Unis, d'accord? Je suis venu aux États-Unis, direct j'ai attaqué l'immobilier, c'est tout ce qui m'a ramené ici, parce que c'était beaucoup plus facile qu'en Europe. Ici aux États-Unis, si tu as ce qu'on appelle un W2, ou bien tu es self-employed, donc tu as un travail, devine quoi, tu es 1099 par exemple. Tu peux aller, pour le W2, si tu es résident permanent, tu peux aller prendre un financement qu'on appelle FHA, par exemple, où tu ramènes que 3,5% sur la table du prix d'achat pour acheter le bien si tu as 2 ans de tax returns. Eh bien, beaucoup ne savent pas que ce que les Blancs ils vont faire, ils vont aller chercher un bien d'accord, immobilier, même s'ils vont acheter une maison, un single family, au lieu d'acheter un 2 étages, donc duplex, triplex ou bien fourplex, même s'ils achètent un single family, ils vont aller chercher un bien qui a besoin de rénovation, pas un bien qui a déjà été complètement rénové. Maintenant, quand tu l'achètes, si tu l'achètes à 500 000 $, tu clôtures aujourd'hui, tu reçois la clé, le bien ne vaut que 500 000 $, donc tu joues à un jeu d'attente. Tu dois attendre les prochains 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, espérant que la maison monte d'accord, en valeur, mais ça, tu n'as pas encore calculé tous les variables au milieu qui peuvent arriver, tu peux perdre ton boulot, tu peux tomber malade, d'accord, peu importe, c'est comme ça que les gens rencontrent, et beaucoup de gens ne considèrent pas tous les frais qu'il y a quand tu as un bien, un single family, un bien immobilier qui t'appartient, tous les frais qui viennent avec, les property taxes, la maintenance, d'accord, les ventilations qui arrêtent de fonctionner où tu dois maintenant dépenser des 5 500, 5 600 $, 6 200 $ en une fois pour faire des réparations, des locataires, pas des locataires, pardon, le plumbing qui s'abîme, t'as tellement les HOA peut-être à payer, right? Qu'est-ce que les Blancs ils font? Ils disent, tu sais quoi, au lieu que j'achète une maison à 500 000 $, elle vaut que 500 000 $ parce qu'elle est toute renouvelée, d'accord? Et quand je l'achète aujourd'hui, je dois attendre les prochains 7 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont aller prendre les mêmes programmes-là, FHA ou conventional, mais ils vont chercher des biens où ils peuvent forcer l'appréciation. Donc, ils vont chercher des biens où quand ils l'achètent, il y a quelque chose à rénover dans le bien. D'accord, ils ne vont pas acheter des biens complètement rénovés. Beaucoup de gens ne savent pas que, par exemple, FHA, ils ont un programme, ça s'appelle le 203K, si je ne me trompe pas sur le nom. C'est un programme, non seulement il te finance l'achat, mais il te finance aussi la rénovation si la maison a besoin de rénovation. C'est un programme qui fait partie du FHA. Tu ramènes que 3,5% sur la table. Donc, si tu achètes un bien qui a besoin de rénovation et que le bien, par exemple, disons qu'une fois qu'il est rénové, il vaut 450 000, mais puisque quand tu l'achètes, tu dois le rénover, toi, tu peux peut-être l'acheter à 390 000, 380 000, 350 000. Eh bien, devine qui vient rajouter la valeur. C'est toi qui viens rajouter la valeur sur le bien. Donc, ça veut dire que tu rentres avec ce qu'on appelle du equity. Tu rentres avec ce qu'on appelle de la liquidité de les premiers jours. D'accord? Donc, là, ça devient un investissement à ce moment-là parce que c'est toi qui viens faire ce qu'on appelle force appreciation. Donc, c'est toi qui viens, soit tu rajoutes, il y a certaines personnes qui rajoutent du square footage, ça c'est quand tu augmentes un peu la taille de la maison, tu rajoutes des chambres, si tu prends le permis, bien sûr, si tu ne fais pas le permis, typiquement ta chambre, elle ne compte pas quand tu vas revendre la maison. Comment dire, quand tu as des choses comme la cuisine qui doit être rénovée, les salles de bain qui doivent être rénovées, peut-être le toit doit être changé, toutes ces choses-là, tu peux utiliser ça pour négocier et acheter ça beaucoup moins que ce que le bien il vaut sur le marché, donc les ARV sur le marché après qu'il est rénové. Et là, quand tu rentres, si tu achètes la maison aujourd'hui à 450 000, devine quoi, la maison elle vaut 550 000, 530 000 après que tu es rentré dedans et peut-être tu as mis 40 000 dedans, 30 000, je ne sais pas. Tout dépend de ce que la maison elle a besoin. C'est ça qu'ils font, ça c'est la première stratégie qu'ils appliquent la plupart d'entre eux. J'ai des amis personnels à moi que je connais qui font ceci, ils ont des 9 to 5, ils ont du travail, donc ils leverage leur travail pour obtenir FHA conventional avec leur bon crédit aussi. Et quand ils achètent, c'est comme ça qu'ils achètent. Ils n'achètent jamais une maison complètement rénovée, jamais. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un investissement.
OK? Et c'est eux qui vont y vivre. Là, je parle spécifiquement des single family, la famille, pas multifamily. Je parle des single family. Parce que la plupart des gens qui veulent avoir ce qu'on appelle home ownership se focalisent sur le single family. C'est ça le rêve vendu aux gens. C'est ça le rêve vendu aux gens. Pourtant, les statistiques, quand tu recherches, te montrent que c'est la pire des décisions que tu peux faire en premier. Tu devrais commencer par tes investissements et par après maintenant acheter ta maison de rêve. Par après. Mais commencer par tes investissements d'abord. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Autre chose qu'ils font, c'est que sur la loi fiscale aux États-Unis ici, si tu achètes une maison à, 450 000, et après, une fois que toi tu viens, tu fais la rénovation, elle vaut 530 000. Et maintenant, tu vis dedans pendant 2 ans. Donc, elle a apprécié un peu en valeur, surtout si tu achètes dans les bons zip codes. Donc, disons que maintenant, la maison, elle vaut 560 000, 570 000, 580 000, peu importe. Quand tu vas vendre la maison, si tu vis que pendant 2 ans en tant que primary resident, ça veut dire que c'est ta maison primaire. Si tu vis pendant 2 ans et tu vends cette maison et tu te fais des profits, donc après que tu aies payé tous tes frais, les frais de clôture, le financement que tu avais en place, et disons par exemple, il te reste, je sais pas moi, 100 000 $ net qui vont aller dans ta poche après tous tes frais, eh bien tu payes 0 taxe. Tu payes 0 taxe si tu ne gardes que pendant 2 ans. Même ici à Dallas, Texas, où je vis, la plupart des développeurs immobiliers, je suis développeur immobilier, quand je suis venu ici, j'ai fait beaucoup de networking avec des gens très très riches et c'est exactement la même stratégie qu'ils appliquent dans la nouvelle construction. Ces gens, ils vont dans les meilleurs des quartiers, les quartiers où les maisons coûtent 950 000 ou bien plus. Ils te construisent une baraque de malade, ils vivent dedans pendant 2 ans. D'accord? Parce que quand tu construis, tu vas toujours dépenser moins que ce que la maison elle vaut. D'office, tu vas avoir de la liquidité. Ils vivent dedans pendant 2 ans. Après, boum, ils vendent la maison. Ils mettent 300 000, 400 000 dans leur poche sans taxe. Ils ne doivent pas payer de taxes là-dessus. Ça, c'est littéralement une loi fiscale aux États-Unis. C'est ça qu'eux, ils font. C'est ça qu'eux, ils font. Donc, c'est dans ce sens-là. La famille, comme on dit, les maths n'ont pas d'émotion. L'être humain a de l'émotion, les maths n'ont pas d'émotion. Donc quand tu rencontres une personne qui te dit « Ouais, mais moi j'ai acheté ma maison il y a 15 ans, 16 ans », il ne faut pas te focaliser sur une seule personne. Regarde les statistiques de la plupart des gens. C'est comme ça que tu dois regarder les choses. La statistique. Donc c'est mieux, soit tu commences par le multifamily. Si vraiment tu n'as pas envie d'avoir des locataires, pas de souci. Commence au moins avec un single family que toi tu peux venir forcer l'appréciation. Forcer l'appréciation. Pourquoi acheter quelque chose de nouveau? D'accord? Ou tu l'achètes aujourd'hui et ça vaut le prix que tu viens de payer. Maintenant, tu dois attendre les prochains 10 ans, espérer que tout va bien. Et je vous dis maintenant, arrêtez d'écouter les gens qui ont acheté leur maison il y a 10 ans. On est dans une économie complètement différente. Il y a AI ici. Des millions et des millions de personnes perdent leur boulot tous les jours. Des ingénieurs qui étaient payés 200 000, 300 000 $. Les voitures commencent à se conduire tout seuls. On est dans une réalité complètement différente. Les prix, d'accord, de toutes choses fait qu'augmenter et les salaires des gens ne suivent pas. On est dans une économie, l'immobilier aussi, les prix ne vont pas commencer à diminuer. D'accord? Les choses ont complètement changé. Les financements ne sont plus aussi abordables qu'avant. Donc, écoutez, quelqu'un qui a acheté son bien immobilier il y a 10 ans, 15 ans de cela, vous êtes dans une réalité complètement différente. Mais il faut regarder les statistiques. Aussi simple que ça. C'est dans ce sens-là, la famille, que je disais ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par les formations immobilières pour débutants ici aux États-Unis, on a une académie privée. Mettez sur les commentaires et je vous montrerai comment rejoindre là-bas. On a cours 3-4 fois par semaine. On vous montre comment analyser les deals, comment chercher des maisons en détresse, comment choisir les bons quartiers, comment comprendre le financement de l'immobilier, mais aussi, non seulement comment aussi accéder à des financements de business que vous pouvez utiliser, pour rénover les biens par exemple, ou bien faire des nouvelles constructions, peu importe, ou bien faire des biens, aller faire des biens locatifs la famille, d'accord? Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide l'algorithme, laissez un commentaire en dessous et je vous vois à la prochaine vidéo. Boum boum boum.